Bienvenue à tous au Parlement européen à Bruxelles. Europe, ton industrie fout le camp. C'est l'avertissement que l'on a beaucoup entendu lors des campagnes électorales en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, bientôt en Allemagne. La désindustrialisation de l'Europe est bien réelle. Le secteur secondaire ne représente plus que 15% des emplois et à peine 16% du PIB. Bruxelles voudrait faire montrer cette part à 20%, mais cela suppose des investissements massifs, pertinents, une protection aussi renforcée contre le dumping et les pratiques commerciales injustes des pays tiers. Alors que l'Union européenne est champion dans bien des domaines, l'automobile, l'aviation, elle est par contre distancée nettement dans d'autres, pour les technologies de l'information par exemple. On va en parler aujourd'hui avec Françoise Grossetête, bonjour. Bonjour. Députée européenne du Parti populaire européen. Oui. Vous êtes passionnée par ces questions industrielles, tout comme vous, Édouard Martin, pour d'autres raisons, puisque vous êtes eurodéputé chez les socialistes et démocrates. Je rappelle, ancien leader syndical CFDT d'ArcelorMittal pour Florange, le groupe Florange qui était évidemment menacé, on va en parler. Et puis vous êtes à côté de Jean Lambert, qui elle est une députée européenne des Verts britanniques, qui s'interroge sur les conséquences industrielles du Brexit, bien sûr, on va en parler. Olivier Willox, bonjour, administrateur délégué de la Chambre de commerce et de l'industrie à Bruxelles. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'industries à Bruxelles? Il n'y en a plus beaucoup, non. Non, non. Et vous le déplorez? Non, et on ne les aime pas, manifestement. D'accord. D'ailleurs, l'état de santé global, Françoise Grossetête, si on fait un bilan rapide, parler de désindustrialisation et s'en inquiéter, c'est d'actualité. C'est d'actualité, mais enfin, moi, je trouve un peu étonnant qu'on en parle aujourd'hui, alors que ça fait longtemps, déjà il y a 10 ans, 15 ans, on déplorait cela. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a enfin pris conscience que le problème était vraiment tragique et qu'il était indispensable de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour pallier à cette désindustrialisation et renforcer ce que l'on peut renforcer, sauvegarder ce que l'on a, mais surtout accompagner nos industries à cette transition industrielle, cette révolution industrielle que nous vivons aujourd'hui. Parce que vous insistez, Monsieur Martin, sur l'idée qu'il faut aussi réfléchir à soutenir les industries encore existantes. 34 millions d'employés dans ce secteur industriel, mais depuis le début de la crise, 3 millions d'emplois perdus. Oui, non, mais je suis d'accord avec Mme Grossetête. On n'a jamais autant parlé de la place de l'industrie en Europe depuis ces dernières années. J'ai envie de dire tant mieux. Enfin, nos responsables, quels qu'ils soient, mesurent l'importance d'avoir une industrie forte sur le territoire européen. Parce que quoi qu'on puisse penser de ce secteur-là, c'est créateur de richesse. Et pas uniquement une richesse pour les actionnaires, c'est une richesse pour les territoires, pour les salariés, pour les consommateurs, etc. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a des crises comme celle que nous avons traversées, que nous traversons encore, quels ont été les pays qui ont mieux tenu le rang face à la crise? Ça a été les pays les plus industrialisés. Et donc, nous avons l'obligation non seulement de pérenniser l'existant, mais effectivement arriver à hauteur de 20% du PIB européen au niveau industriel. Mais pour ça, il ne suffit pas d'avoir des discours, il faut des actes. Mais il y a des choses qui sont des choses intéressantes qui commencent à voir le jour, notamment l'année dernière sur le secteur de l'acier. Le fait que l'Europe enfin arrête d'être la grande naïve de la planète monde et mettre en place des droits de douane. On va parler des droits de douane. Ouais. Je voudrais quand même qu'on redise quand même pour nos téléspectateurs qui comprennent bien, c'est évidemment un secteur qui est national. Et d'ailleurs, ça a été, on pense à la Grande-Bretagne, c'était un grand pays industriel. Il a été décidé presque nationalement, dans les années Thatcher, etc., que finalement on allait plutôt investir sur la City. Donc la désindustrialisation s'est faite presque à marche forcée. Oui, c'est vrai, c'était un choix politique. Et aussi, c'était fait pas seulement par Thatcher, parce que là aussi, on doit dire qu'il y avait des industries qui étaient un peu en train de mourir aussi, et on doit reconnaître ça. Mais aussi, c'était le choix de Labour, de Tony Blair, d'avoir l'idée d'une économie de service et cerveau, hein? C'est les deux. Surtout le secteur financier à Londres. C'est très fort chez nous, c'est trop fort chez nous. Mais on doit dire que c'était un choix politique.
Ce sentiment de désindustrialisation, il est justifié quand on dirige une chambre de commerce et de l'industrie. On en entend parler sans cesse. Les industriels se plaignent de manque de soutien. Je pense que tout le monde a compris. D'abord, Bruxelles est une métropole et 162 km², c'est difficile d'installer beaucoup de nouvelles usines. Donc on va quand même sur la désindustrialisation, c'est un phénomène. C'était en plein cœur de ville. Et puis au cours du 19e siècle, elles se sont déplacées de plus en plus loin. Et 20e siècle, la même chose. Donc, par nature, elles se sont déplacées du cœur des villes et je pense que ça a rendu les villes plus agréables. On parlait de Londres tout à l'heure. Londres, avec les industries au cœur de ville, ce n'était pas très agréable pour personne. La mortalité s'en ressentait. Donc, je pense qu'il y a une logique de sortir des villes les industries. La question, c'est qu'après ça, on est parti dans le volet désindustrialisation, c'est-à-dire que ces usines ont fermé. Alors, on voit bien un retour aujourd'hui. Et la grosse contrainte que nous avons aujourd'hui, parce que tout à l'heure j'ai dit en boutade, on ne les aime pas beaucoup, en tout cas en Belgique, l'enseignement aujourd'hui ne prépare plus du tout aux filières de l'industrialisation. Et on a cru comme ça longtemps qu'en fait, quelqu'un qui travaille dans l'industrie, c'était forcément quelqu'un qui n'était pas formé et qui n'avait pas besoin de l'être, puisque... Et l'exemple du modèle allemand, c'est juste le contraire, c'est qu'ils ont compris que l'industrialisation allait de pair avec un enseignement de qualité sur la question de l'industrialisation. Alors, est-ce que pour autant, on a cette politique d'industrialisation, de réindustrialisation ambitieuse, européenne, puisqu'on nous parle du plan Juncker pour aider les investissements, mais on voit par exemple qu'on est très fort en recherche et développement en Europe. On détient un certain nombre de brevets. Par exemple, on a 30% des brevets sur les batteries de lithium, mais on n'en produit pas. Parce que, justement, le lien entre les deux ne marche pas. Oui, c'est vrai. La difficulté que l'on a, c'est que nous parlons d'une politique d'innovation et nous investissons dans la recherche. Le problème, c'est qu'on investit dans la recherche, mais quand il s'agit de développer, c'est-à-dire de mettre en pratique l'aboutissement de ces recherches, eh bien, c'est là qu'on a une difficulté. Et c'est un problème très grave. Moi, ce sur quoi aussi je voudrais insister, c'est dire que lorsqu'on parle de politique européenne industrielle, c'est important qu'on en parle, mais aujourd'hui, dans les faits, on a 27, 28, voire 27 demain, politique industrielle, et que c'est un peu le chacun pour soi. Et je m'en rends compte aujourd'hui dans le domaine spatial. Et cela m'inquiète énormément. C'est-à-dire qu'il y a des concurrences qui se jouent à l'intérieur de l'Union européenne au lieu de garder comme priorité l'intérêt communautaire. Tout le monde n'achète pas du Airbus, vous dites, dans nos frontières des 28. Par exemple. Voilà. Il n'y a pas une European Act, ça ne marche pas comme aux États-Unis. Il n'y a pas que cet exemple-là. La naïveté existe, alors vous dites, mais on est en train de mettre quand même des tarifs douaniers dans certains secteurs. Vous citiez l'acier chinois. Oui. Il y avait aussi récemment, le Parlement européen a insisté justement pour qu'on avance sur cette idée de distorsion significative avec des droits de douane élevés si on constate cette distorsion. On refuse toujours d'avoir la même politique que les Américains, c'est-à-dire lorsqu'il y a distorsion, lorsqu'il y a dumping avéré, des droits de douane sanctions. Ce que font les États-Unis, et c'est très dissuasif, je peux vous assurer que c'est très dissuasif. Mais néanmoins, on a quand même plutôt bien travaillé. Nous avons finalisé un accord, une négociation pour mieux lutter contre le dumping, pas uniquement chinois, contre toute forme de dumping. Et j'ai été pas plus tard que la semaine dernière sur un port industriel en Espagne, et on a vu que les premiers effets positifs commencent à se sentir, puisque depuis le 1er janvier de cette année, pas une seule tonne d'acier chinois n'est arrivée sur le territoire espagnol par les ports-là. Donc ça veut dire que lorsqu'on veut, on peut. Mais néanmoins, la Commission a aussi une responsabilité. Elle impulse, elle essaye, elle déclare des belles et grandes déclarations, mais elle est aussi contradictoire avec elle-même. Elle empêche la naissance de grands champions européens. Lorsque vous êtes en position dominante dans un secteur, elle vous sanctionne, elle vous interdit des acquisitions, des fusions. Au motif que c'est monopolistique. Oui, mais attendez, en même temps, sur certains produits industriels, que ce soit l'acier, l'aluminium, la chimie, le verre, le papier, les Chinois possèdent plus de 50% Donc on a besoin d'un effet de taille. Du marché mondial. Donc il faut simplement rappeler au commissaire qu'aujourd'hui, la concurrence et l'économie, elle est mondiale. La naïveté européenne qu'on a mis en avant, ce principe de libre-échange intangible et de reconnaissance d'économie de marché, peut-être à des pays tiers qui ne le sont pas nécessairement, cette naïveté, elle est souvent mise en avant par les industriels qui viennent vous voir ? Je pense que oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Je pense qu'ils défendent aussi ce pourquoi ils sont payés, c'est-à-dire le rôle. Donc je pense que la question, c'est de trouver la balance intelligente entre un système ouvert, parce que je pense que
des gros agglomérats qui n'ont pas de concurrence pendant 10 ans plus tard, en général, ils sortent du marché. Donc il faut rester dans un marché de concurrence, mais ça veut dire qu'effectivement, il faut être très dur avec le dumping aujourd'hui parce que c'est juste destructeur de valeur. Et c'est d'ailleurs l'objectif de celui qui le fait. C'est pas du tout de continuer à perdre de l'argent ou d'être subsidié en Chine. C'est bien de faire en sorte de détruire la cible. Alors, parlons un petit peu de nos amis britanniques qui s'apprêtent à négocier après 2 ans de négociations. Simplement, le secteur automobile, qui est très puissant chez vous, veut un accord intérimaire sur le Brexit. Il ne veut pas se retrouver avec des droits de douane à 10% qui sont très très chers pour eux. Bref, on veut le beurre, l'argent du beurre un peu. C'est incroyable, parce qu'il me semble que notre gouvernement a promis quelque chose à des entreprises. On ne sait pas combien et à qui. Et on cherche maintenant d'avoir un accès préféré pour les automobiles. Il me semble absolument fou de dire ça. Fou, Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'il y avait un grand investissement en Grande-Bretagne parce on faisait partie du marché unique de l'Union européenne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Si on peut trouver un accord, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'emplois, mais c'est aussi très important pour ces entreprises. Et oui, ils vont passer, parce qu'ils étaient chez nous, parce que nous étions le pont vers l'Europe. On sait maintenant. On ne sait rien, vraiment. 14 millions de production automobile et la Grande-Bretagne, c'est le 2e derrière l'Allemagne, 2,6 millions. Donc c'est évidemment un enjeu très important. Alors, est-ce que justement, j'ai envie de dire, est-ce que précisément, on a une vision aussi de où investir? Parce qu'investir, c'est bien, mais on sait qu'on est, vous l'avez mentionné, champion sur des questions d'aéronautique. On pense bien sûr à Airbus. On est assez champion sur l'automobile, les Européens. Mais par exemple, totalement désarmés par rapport aux technologies de l'information, fameuses GAFA. Tout le secteur du web semble totalement trusté par les Américains et on a laissé faire. Est-ce que ça, une réflexion sur est-ce qu'on investit dans un prochain moteur de recherche, dans cette compétition-là, ou est-ce qu'on laisse tomber puisqu'on l'a perdu? Non, on n'a pas du tout l'intention de laisser tomber, mais vous avez raison d'insister sur le fait qu'on a pris du retard et que maintenant, il faut essayer absolument d'arriver à obtenir qu'on ait aussi notre champion dans le domaine du numérique en Europe. Alors ça, c'est peut-être facile de le dire dans le discours. Et maintenant, il faut véritablement faire en sorte que l'on puisse aboutir à cela. Parce que à travers ces champions, et entre dans le domaine du numérique, c'est quand même toute l'indépendance de l'Union européenne qui est en jeu. Et c'est fondamental. J'ai parlé du spatial tout à l'heure. En parlant du numérique, on voit bien que l'indépendance du continent européen, elle est essentielle. Et aujourd'hui, vous savez, avec les cyberattaques, on voit bien les difficultés que l'on peut rencontrer, qui peuvent avoir des conséquences économiques extrêmement graves. Et donc là, c'est fondamental de mettre tout notre poids dans ce domaine. Mais encore faudra-t-il y arriver. Alors, quand on parle du futur, on pense aussi évidemment à la lutte contre le changement climatique. Enfin, on y pense encore en Europe, en tout cas. Peut-être pas de l'autre côté de l'Atlantique. En tout cas, on fait tout pour. Il y a un enjeu aussi économique, il faut dire. On est un tiers de la puissance éolienne du monde, par exemple. On reste le 3e pollueur. Il y a un marché carbone qui existe, c'est quelque chose de très innovant. Est-ce que ces investissements dans justement l'économie du futur, l'économie verte, ils sont suffisants et bien pensés? En tout cas, il y a une volonté affichée d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire arriver à horizon 2050 d'avoir une industrie zéro carbone. Et on n'a pas de temps à perdre, je suis d'accord avec Mme Grossetête, il faut y aller. On n'a pas le temps de se poser la question si oui ou non. Qu'on le veuille ou pas, nous aurons, nos gains de compétitivité dans le futur à travers l'énergie, l'industrie propre. Le coût du carbone va aller en
en grandissant. Et il faut expliquer aux industriels, il faut les accompagner aussi, qu'ils ont tout intérêt, y compris sur le plan économique, y compris sur le plan compétitif, d'investir dans les nouvelles technologies et dans l'efficience énergétique. Et c'est ce que nous voulons faire. Votre voisine est d'accord parce qu'elle est verte, hein, vous savez. Non, mais en revanche, est-ce que pour autant vous faites confiance à la Commission Juncker pour considérer que c'est une de ses priorités? Non, il me semble que ce n'est pas une priorité. Si on voulait dire ça, on aurait vu quoi, les fonds, par exemple, les nouveaux fonds, avec une vraie destination. Hein, vers... Fléché, donc fléché vers... Fléché vers les fonds structurels, nouveaux investissements, etc. Fléché dans la direction de zéro carbone, c'est un peu flou, c'est un peu partout. Si on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on veut faire. Mais il me semble que nous avons déjà une stratégie là qu'on n'emploie pas. À quand alors? À quand qu'est-ce que vous attendez de l'Europe, vous, justement? Qu'est-ce que vous fourmentez vos adhérents? À quand cette stratégie industrielle européenne? Elle vous paraît se dessiner ou pas du tout? Je voudrais juste revenir sur la question, par exemple, des paramètres. Les panneaux photovoltaïques, on les achète aujourd'hui en Chine, produits par des usines au charbon en Chine. Tout ça pour éviter d'émettre du CO2 chez nous. À un moment donné, il faut se demander si ça a vraiment beaucoup de sens dans une stratégie européenne, parce que c'est assez malsain. On a détruit l'industrie européenne qui les produisait, parce que les Chinois sont plus compétitifs et les produisent avec une émission de CO2. Donc, il faut se poser la question de savoir si les panneaux solaires vont économiser plus de CO2 que la construction des panneaux solaires en ont engendré. Donc, à un moment donné, dans la position de la Commission, on ne comprend plus toujours très bien. Ouais. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat, hein, très complet sur la politique industrielle. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve juste après la pause pour la seconde partie avec notre grand invité.